Bonjour, ici votre hôte Samiline. Cette semaine, nous recevons pour vous votre député de Sainte-Rose, M. Jean Abel, la voix de sa génération. Bienvenue chez vous. Avec le député Jean Abel, merci d'avoir accepté notre invitation. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Un parcours impressionnant. Quand même. Très jeune homme. Vous avez été élu, en fait, le plus jeune député de l'Assemblée nationale en avril 2014. Vous avez un baccalauréat en administration des affaires du HEC, mais aussi du Harris School of Business au Danemark. Oui. J'ai eu l'occasion d'aller dans un échange étudiant organisé par le HEC Montréal. Donc, ça me permettait d'aller passer une année au Danemark. J'ai adoré ça, découvrir une nouvelle culture. Puis on peut s'inspirer beaucoup du modèle du Danemark. Il y a des bonnes ressemblances, mais il y a beaucoup d'inspiration à avoir de ce pays scandinave. Donc j'ai vraiment adoré mon expérience. Vous avez ramené un petit peu de là-bas dans vos façons de faire ou elles sont très différentes d'ici? Je pense qu'elles sont très différentes, mais il y a on a, par exemple, un accord avec eux, avec l'OTAN. Donc, on a des très bons liens, des liens en termes d'éducation, des liens économiques. Donc, j'ai gardé un beau souvenir là, de mon passage. Puis, j'ai encore des amis qui sont au Danemark encore. Dieu merci, avec les réseaux sociaux, on peut facilement garder contact. C'est ça qui est bien. Oui. Vous êtes aussi comptable. Oui. Donc, vous avez plusieurs cordes à votre arc, ce qui vous a sûrement aidé dans votre métier parce qu'on fait face à plusieurs volets, plusieurs aspects de la société. On en voit beaucoup. Votre implication, elle est active au niveau communautaire et sportif. Parlez-nous un peu de ça. J'ai eu l'occasion d'être sur 2 conseils d'administration. J'ai été sur le conseil d'administration d'une popote roulante du Grand Montréal métropolitain. Puis j'ai aussi été sur un conseil d'administration du Fonds d'aide de l'Ouest de l'île. Donc ça m'a permis de vraiment comprendre le milieu communautaire. Puis ça a été très intéressant pour moi parce que dans mon rôle de député, on a beaucoup de relations avec les organismes communautaires. Donc, j'avais déjà cette sensibilité-là par rapport aux organismes. Donc, quand j'allais les voir, je comprenais leur réalité, puis ça me permettait de mieux les apporter par la suite à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est parce qu'il y a un volet, on est le plus jeune député, on a ses preuves à faire, mais ça, on l'a dans n'importe quel travail de toute façon. Mais est-ce que c'est un petit peu plus difficile? Est-ce que vous avez senti une réticence au sein de l'organisation, puis au sein des gens duquel vous faites affaire à tous les jours? Mais on doit toujours travailler très fort. Moi, j'ai eu la chance d'avoir de bons mentors avec moi, dont le député de Vimont, Jean Roussel. J'étais sur son organisation avant. Puis par la suite, il m'a très bien épaulé là, pour m'accompagner dans les premiers jours là, de la députation. Mais avec toute la députation de Laval, ça nous a aidés parce qu'on est une ville avec une île et 6 députés. Donc j'ai pu bénéficier de la part des 5 autres collègues pour m'aider à m'accompagner. Donc votre mentor était très, très proche? Il était très proche, oui. Ça vous a fait quoi quand vous êtes rentré à l'Assemblée la première fois? Un grand sentiment de fierté. J'étais premièrement heureux de la campagne que j'avais menée. J'avais été très terrain, j'avais rencontré les gens. Puis par la suite, j'étais vraiment fier de pouvoir représenter leur intérêt à l'Assemblée. Puis en tant que jeune député aussi, de pouvoir accéder, j'étais élu le plus jeune député. Donc c'était vraiment un honneur pour moi. Je me souviens la première fois quand j'ai parcouru le Salon Bleu, je suis arrivé au Salon Rouge. La première fois que j'ai lu mon assermentation, parce qu'on se fait assermenter en tant que député, j'ai même pas été capable de regarder la feuille, j'ai juste été... Avec votre cœur? J'ai lu par cœur, dans le fond. J'ai récité par cœur mon serment d'allégeance au Québec puis à la Reine parce que j'étais tellement nerveux que je voulais même pas regarder la feuille, puis c'est venu tout seul. Oui, quelquefois, ça devient une béquille quand on lit parce qu'on fait trop attention aux virgules dans la phrase qui, finalement, non, quand ça vient de nous, ça sort tout seul. C'est sorti naturellement, oui. Qu'est-ce qui vous a apporté à vouloir faire la politique?
Mais j'étais déjà impliqué au sein de la commission jeunesse du Parti libéral, donc Ouais. ça m'a aidé beaucoup. C'est une véritable pépinière à députés. J'ai rencontré hier les gens de la relève d'affaires, puis je leur disais que c'était la pépinière pour les prochains grandes personnes, grands entrepreneurs de demain, puis de maintenant aussi parce qu'ils ont des entreprises qui sont déjà prolifiques. C'est un peu la même chose avec la commission jeunesse. J'ai fait des résolutions. J'ai fait une résolution, entre autres, c'était sur rétablir les cours d'économie. Puis en ce moment, on va rétablir le cours d'économie au secondaire. Donc, c'est une résolution que j'avais passée quand j'étais à la commission jeunesse, qui est maintenant en application alors que je suis député. Donc, c'était vraiment intéressant de pouvoir faire le cheminement entre les résolutions que j'ai faites quand j'étais à la commission jeunesse, puis voir leur application par la suite quand je suis député. Donc, c'est de là est né un peu mon intérêt vers la politique. Mais je ne vous cacherai pas que le fait d'avoir bénéficié du fait qu'on avait une bonne éducation, que j'ai eu une bonne éducation à travers mon parcours, une éducation abordable, puis le fait aussi que j'ai tombé malade quand j'étais jeune, je me suis dit, il faut que je redonne à la société. Puis ça a été vraiment un vecteur pour moi, la politique. Puis Ça vous a arrêté pendant longtemps quand ça vous est arrivé? Mais ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Puis je me suis dit, grâce au fait qu'il y a une santé, on a un système universel de santé, grâce au fait aussi que j'ai eu une éducation accessible, je pense pas que je serais ici aujourd'hui devant vous. Ça n'avait pas été des valeurs de notre pays. Donc, je pense que l'accessibilité à la santé, l'accessibilité à l'éducation, ça a été pour moi quelque chose de très important, puis qui m'a dit à quel point j'étais chanceux d'être ici, puis de pouvoir redonner aussi. Un cadeau patrimonial qu'on se doit de Bien, je pense garder, que c'est intéressant. Puis à chaque fois qu'on parcourt le monde, il faut réaliser le fait qu'on est tellement chanceux ici d'avoir une éducation abordable, une éducation aussi de qualité. Des universités comme l'Université McGill de Montréal sont reconnues à travers le monde. Les écoles primaires, on est des experts en mathématiques, donc il faut reconnaître ce qu'on a. On peut toujours faire mieux, puis c'est ce qu'on fait tous les jours. Moi, à titre de député, je siège sur la Commission de la culture et de l'éducation. J'essaie toujours d'améliorer les choses. Concrètement, par exemple, on a annoncé l'agrandissement d'une école dans ma circonscription qui s'appelle Twin Oaks. Donc, on voit vraiment... Parce que des fois, ça peut paraître très large. Hein? Le budget de l'éducation, de la culture, c'est 22 milliards cette année. Quoi, ça va mais des fois, quand on ne voit pas le concret derrière ça, c'est des chiffres un peu plus larges. Mais moi, j'aime ça parler aux gens en disant, mais c'est la réflexion, par exemple, du bâtiment à l'école Ville-Mère. C'est l'agrandissement de l'école Twin Oaks. C'est la rénovation de la piscine à Polyjeunesse. Donc, c'est des milliards qui deviennent de plus en plus concrets quand on peut l'expliquer davantage. Qu'on peut mettre une étiquette dessus, exactement, absolument. Oui. Une étiquette d'information. Exact. Revenons un petit peu en arrière. Oui. Pourquoi c'était important pour vous de remettre les cours d'économie en place? Mais je pense qu'actuellement, lorsqu'on regarde le taux d'endettement chez les jeunes, puis un peu de méconnaissance, moi j'ai eu l'occasion d'étudier en administration, je pense que c'est important pour les gens de connaître le droit aux consommateurs, de savoir aussi, par exemple, des choses aussi simples parce que, qu'on soit comptable ou non, on va devoir peut-être avoir un prêt hypothécaire, on va devoir avoir une carte de crédit à travers notre parcours de vie. Donc, c'est sûr et certain que de connaître la réalité d'un taux d'intérêt, de connaître la situation entre est-ce que je loue ou j'achète une maison. Donc, c'est toutes des situations auxquelles n'importe quel citoyen va devoir être confronté. Faire face Puis on doit être au courant de toutes les options possibles. Des fois, les REER, ça paraît gros. Est-ce que je contribue? Est-ce que je contribue pas? Donc, c'est vraiment un cours d'économie qui va être très appliqué aussi parce que ça va pouvoir accompagner les gens dans leur quotidien aussi en termes économiques. C'est vraiment de préparer, dans le fond, les gens à la vraie vie. Ce qu'on a vraiment besoin parce que il y a la façon dont le système d'éducation est fait, il y a beaucoup qui est donné, en fait. Pas que c'est complètement pas nécessaire, mais les parties les plus nécessaires, si on peut au moins les remettre en valeur et leur donner plus d'importance dans les cours, en bout de ligne, va faire qu'on va avoir un meilleur demain pour le Québec, pour le Canada. Mais je pense que c'est ça. Il y a une portion éducation citoyenne, mais il y a une portion aussi de concret. Puis je pense que
des fois aussi, ça peut aider les gens à mieux comprendre les mathématiques s'ils ils le voient dans une situation appliquée comme, par exemple, un taux d'intérêt à taux fixe ou à taux variable. Je pense que ça peut les accompagner très bien dans ce cheminement-là. Bien, c'est une superbe de belle initiative. Merci beaucoup et bravo parce que ça fait partie de le retour aux sources, comme j'appelle, de pouvoir vraiment remettre... Il n'est jamais trop tard pour remettre les pendules à l'heure et vous en êtes un bon exemple d'arriver de faire, bon, bien, ça a été négligé. On ressasse le tout, puis on va de l'avant avec ce qui est le plus important. Puis je remercierais aussi le ministre de l'Éducation qui a accepté de le remettre. Qui a accepté de le remettre. Oui. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. C'est pas parce qu'on attend qu'un dossier qui va nécessairement passer dans comme on dit, dans la cour des grands, là. Non, c'est ça. Puis le projet de loi, ça a été un peu la même situation. J'ai eu une ouverture de la part de mon caucus puis du premier ministre, parce que le premier ministre est aussi responsable des dossiers jeunesse. Donc, quand j'ai été le voir pour mon projet de loi, il a trouvé l'idée excellente. Puis j'ai pu la mettre en application, mais avec l'appui de mon caucus, parce que, étant majoritaire, c'est sûr et certain que le fait que le caucus l'a appuyé, ça veut dire qu'on pouvait le mener à bon chemin. Donc, mais ce que je suis le plus heureux, c'est que ça a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, peu importe l'allégeance politique, PQ, QS, CAQ, Parti libéral du Québec, l'ensemble des partis ont approuvé le projet de loi que j'ai déposé sur les jeunes dans les conseils d'administration. Bravo, ça, c'est une grande, grande réussite. D'autant plus, c'est sûr que ça n'a pas rapport avec l'âge, c'est vraiment d'arriver à ressentir, à faire sortir notre passion puis notre détermination à croire à un projet de loi. Parce que ça aussi, il faut que tout le monde soit à bord pour que ça puisse, au-delà de la naissance, continuer. Exact. Puis le projet de loi va vraiment faire ses fruits parce qu'on voit que maintenant c'est en application, mais il y a d'autres aussi instances gouvernementales. Par exemple, les musées nationaux comme le Musée national des beaux-arts va avoir une disposition pour avoir une personne de 35 ans au moins sur les conseils d'administration maintenant. Donc, on le fait pour les sociétés d'État comme Hydro-Québec, la SAQ, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, mais on voit aussi que ça chemine à travers l'ensemble des gouvernements, l'ensemble des gouvernements paragouvernementaux. Donc, l'aspect des musées nationaux va avoir aussi cette disposition-là des 35 ans au moins. Ça, c'est vraiment le fun parce que, justement, on touche à plusieurs paliers. On commence souvent dans la vie, puis c'est le fun d'être capable de pouvoir se réinventer. Donc ça va vraiment permettre à pouvoir toucher un côté qu'on pense peut-être pas accessible. Mais quand on regardait les statistiques, puis c'est ça aussi qui m'a interpellé, c'est que les 18-35 ans représentent 23 % de la population. Puis sur les conseils d'administration des sociétés d'État, c'était seulement 2,3 %. Donc 6 personnes sur 256 étaient élues à l'âge de 35 ans au moins. Donc ce que je suis venu faire, dans le fond, avec le projet de loi 693, c'est de s'assurer que l'ensemble des conseils d'administration des sociétés d'État, donc les 23 sociétés d'État, puissent avoir au moins un jeune de 35 ans au moins au moment de sa nomination. Donc, je vous ai dit, entre autres, il y avait la SAC, la Caisse de dépôt, mais il y en a plein d'autres. La Société des traversiers, le Grand Théâtre de Québec, le Palais des congrès de Montréal vont avoir maintenant un jeune de 35 ans au moins. Puis, je trouve ça intéressant parce que ça va apporter aussi une nouvelle perspective à ces conseils d'administration-là. Puis, je pense qu'ils vont bénéficier de la part d'une nouvelle génération à la table pour discuter des enjeux qui vont toucher leur génération, mais aussi l'ensemble des générations. Vraiment avoir une portée, un éventail de vision, de façon de voir les choses pour mieux prendre des décisions qui vont vraiment de l'avant avec la société telle qu'elle est en ce moment. Oui, puis apporter aussi une diversité au conseil d'administration. On a été le gouvernement aussi qui a mis l'instauration de la parité entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration des sociétés d'État. Donc, on en est où avec ce 50-50. dossier-là? 50-50? 50-50, c'est sûr et certain. À jour? Oui. Wow. Donc, depuis 2011, il y a une parité entre les hommes et les femmes dans les conseils d'administration des sociétés d'État. Puis une disposition aussi sur la représentation de la diversité culturelle. Donc, qui est inclus dans la loi sur la gouvernance des sociétés d'État. Moi, ce que je suis venu faire, dans le fond, c'est d'apporter une réalité démographique à la loi sur la gouvernance en permettant d'avoir un jeune de 35 ans au moins. Et elle soutient, la loi 693 vient bonifier l'article 43.
Exactement. Donc, l'article 43 a 3 articles, la diversité culturelle, la parité entre les hommes et les femmes, puis maintenant vient s'ajouter l'aspect d'avoir un jeune de 35 ans au moins sur l'ensemble des conseils d'administration. Là, on vient tout juste de commencer notre carrière. Il y a plein de choses qu'on veut faire, qu'on veut accomplir. Parlez-nous de vos passions. J'ai beaucoup de passion. J'adore le sport et les loisirs. Puis c'est pour ça aussi que je m'implique autant avec les organisations sportives de ma circonscription. Moi, j'ai joué au hockey quand j'étais jeune, j'ai joué au soccer, j'ai joué au football. Donc, ça me fait drôle maintenant de voir des jeunes maintenant un peu prendre la place qu'on avait avant, puis s'impliquer, par exemple, dans Fabrose, dans la Val-Nord, puis aussi dans les Loups de Cœur-Antoine-Labelle, puis les Vikings de la Val-Nord aussi. Donc, c'est beau de voir cette jeunesse-là qui s'implique à travers le sport. Ça a été qui retourne moi-même. Oui, exact. Ça a été moi-même une passion, le sport. Donc, le fait de voir des jeunes qui continuent à leur passion pour le sport, moi, j'adore ça. Est-ce qu'il va y avoir une place, justement, dans le... Parce que si on s'en va du côté des Américains, il y a des bourses, il y a tellement de projets à l'arrière pour pouvoir, justement, soutenir ces sports-là. Est-ce qu'on va faire la même chose ici, d'après vous? Il y a beaucoup de support qui est fait, surtout au niveau canadien, pour supporter les athlètes olympiques. Donc, à un certain moment, il y avait place au podium, il y avait plein d'initiatives qui étaient faites. Au niveau du Québec spécifiquement, on accompagne les gens. On a reçu les nomades de Montmorency à l'Assemblée nationale avec mon collègue Saúl Paulo et puis la ministre de Laval, Francine Charbonneau. Donc, c'était très intéressant de voir les jeunes. On les avait visités au Collège Montmorency, puis ils sont venus nous voir à Montmorency. Donc, il y a un support qui est fait pour le postsecondaire en termes sportifs. On essaie aussi d'accompagner les gens au secondaire. Moi, je supporte beaucoup les Loups de Cœur-Antoine-Labelle parce que je trouve que c'est tellement pertinent. Le taux de décrochage chez les jeunes est assez important, on ne se le cachera pas. Mais le fait d'avoir des dispositions comme l'art-études, d'avoir le sport-études, ça l'aide à améliorer le taux de raccrochage chez les jeunes. Donc, le taux et de réussite... éviter, justement, le d'en Exactement, perdre en parce chemin. que le taux de réussite pour les Loups de Cœur-Antoine-Labelle, c'est autour de 98 Quand même. Donc, 98 c'est marginal là, pour des personnes qui, peut-être, auraient décroché parce que ce sont des gens actifs, des jeunes actifs qui ont besoin de bouger. Mais le fait d'avoir le sport, puis d'avoir aussi des exigences pour réussir aussi au niveau académique, bien, ça peut les permettre aussi d'atteindre le collégial et l'universitaire. C'est ça qui est intéressant parce que des gens, par exemple, se font approcher par des collèges ou des universités par la suite pour progresser dans le sport. Donc, ces gens-là qui n'auraient peut-être pas pensé avoir un diplôme postsecondaire se retrouvent avec un baccalauréat ou une technique parce qu'ils ont continué leur programme d'études. Donc ça, pour moi, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté, bravo. Parce que c'est tellement... Les gens ne voient pas l'arrière du décor, donc c'est tellement intéressant qu'on voit justement le côté, c'est ce qu'on aime de l'émission, de voir le côté de l'homme et la femme qui est derrière le représentant de leur district. Tu sais. Puis on peut, c'est comme si on se connaissait à un moment donné. Donc, c'est ça qui est le fun pour les citoyens de vous voir dans vos fonctions et en dehors des fonctions d'apprendre à vous connaître. Dans le district de Sainte-Rose, on peut s'attendre à quoi pour ce qui s'en vient? Il y a eu déjà, moi je suis fier de dire que j'ai déjà réalisé plus de 75 de mes engagements depuis le début de mon mandat. Donc des gros projets quand même. J'avais parlé de voies réservées, les mesures préférentielles par bus qui vont arriver. Il faut être quand même fier de la STL parce que c'est beaucoup de premières qui sont réalisées par la Société de transport de Laval. Les mesures et qui sont copiées par la suite. Bien, c'est ça. J'étais récemment à l'annonce du premier paiement par carte. De crédit. De crédit, exactement. Mais ça, c'est tellement bon pour la nouvelle génération qui n'a jamais d'argent comme moi comptant. Qui a 3,25 dans ses poches à chaque fois? C'est le plastique. C'est ça, exactement. Mais maintenant, juste avec un petit clic, on va pouvoir payer. Je pense que ça va inciter les gens à peut-être se dire je vais peut-être prendre le transport en commun cette fois-ci parce que ça va être plus facile. Mais on a les mesures préférentielles par bus. C'est une importante technologie qu'on a mis en place. C'est, par exemple, déplacer les arrêts d'autobus en aval et non en amont, c'est de permettre, par exemple, à 2 autobus, un qui a 15 passagers et un qui a 55 passagers, d'avantager aux signaux de circulation l'autobus qui a le plus de passagers.
Donc, on est rendu loin pour favoriser la fluidité des passagers dans les autobus. Donc, Quand même, c'est très technique. Exactement. Puis ça prend beaucoup, ça prend une grosse équipe à l'arrière. Puis l'équipe de la Exact. STL grandit. Il y a 1000 employés qui travaillent pour la STL. Ça, c'est, je ne sais même pas si c'est incluant tous les chauffeurs, là. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est assez impressionnant. Puis, je pense que l'investissement qu'on a fait au niveau du ministère du Transport pour les mesures préférentielles par bus, on va voir un intérêt. On a beaucoup d'intérêt vers le transport collectif. C'est vraiment une de nos priorités. On a signé les accords de Paris pour réduire les gaz à effet de serre. Donc, c'est dans cette lignée-là aussi qu'on va le faire. Il y a le gros projet du REM, aussi le réseau électrique métropolitain, qui va avoir une incidence quand même dans ma circonscription, même si les gardes ne seront pas dans ma circonscription. C'est sûr qu'il va y avoir une fluidité de gens qui vont aller vers l'ouest, parce que c'est un lien direct. On était l'une des dernières villes, mais Montréal était une des dernières villes à avoir un accès entre, par exemple, son aéroport et le centre-ville. Donc, on avait l'autobus 747, mais il n'y avait pas de lien ferroviaire ou un métro. À travers toutes les grandes villes à travers le monde, il y a un lien ferroviaire au moins entre l'aéroport et le centre-ville, puis là, il n'y en avait pas. Et ça va pouvoir bénéficier aussi aux gens de Laval parce qu'ils vont pouvoir se rendre rapidement à l'aéroport. Oui, puis je veux dire, Laval est en effervescence de plus en plus et très rapidement d'ailleurs. Exactement. Donc, ce sont vraiment des... on n'a pas le choix d'être à l'avant, là. Il faut vraiment être à l'avant-plan puis prévoir justement tout cette nouvelle circulation. Parce qu'on va probablement passer par Laval pour les gens qui sont des Laurentides qui vont arrêter dans Sainte-Rose pour pouvoir à ce moment-là prendre le train pour se rendre au travail. Oui. C'est vraiment superbe. À part de ce qui est arrivé dans les dernières années, on prévoit quoi en 2017 en s'en allant vers le futur? C'est sûr que pour nous, on va continuer à investir en éducation, en santé et en économie. On avait fait une annonce, on voulait déployer au minimum 3 super cliniques à travers l'entièreté de Laval. Les super cliniques, c'est 7 jours sur 7, 365 jours par année, 12 heures par jour. Donc, quelqu'un, par exemple, qui est malade à 9 heures pour pas aller à l'urgence, mais va pouvoir aller à la super clinique. Puis ça, c'est grâce à l'ensemble des projets de loi qu'on a mis, le projet de loi 10, le projet de loi 20. Concrètement, qu'est-ce que le projet de loi 20 va faire? Assuré par l'assurance maladie du Québec? Oui, oui, exactement. Avec votre carte, vous allez pouvoir aller dans les super cliniques. C'est important pour nous, comme je vous avais dit dès le début, d'assurer l'universalité d'un système de santé. Donc, avec la carte d'assurance maladie, vous allez pouvoir accéder aux super cliniques. C'est juste qu'on va étendre les heures d'ouverture. Parce que, par exemple, en ce moment, c'est autour de 9 à 16 heures la fin de semaine. On va pouvoir mettre un 9 à 9 heures la fin de semaine. Donc, c'est très significatif. Puis, une augmentation de la prise en charge de patients. 500 000 personnes maintenant de plus depuis le début de notre mandat ont un médecin de famille. Et ça continue d'augmenter avec le projet de loi 20 qu'on a mis en place avec le ministre Gaétan Barrette. Bravo, bravo. Un désengorgement au niveau des urgences qui est plus que nécessaire. C'est vraiment de diriger la personne au bon endroit. Si elle n'a pas besoin d'aller à l'urgence, parce que c'est sûr qu'il y a des mesures où la personne n'aura pas le choix d'aller à l'urgence, mais si, par exemple, c'est vraiment pour quelque chose de plus mineur, elle va pouvoir se tourner vers les super cliniques, puis des super cliniques qui vont être accessibles dans leur quartier, là. Est-ce que vous êtes surpris des questions qu'on vient vous poser? Non, moi, je prends toutes les questions. J'adore ça. Je pense que la curiosité, c'est très intéressant. J'ai toujours été quelqu'un de curieux. Donc, pour moi, je pense que quand on pose une question, pour moi, c'est important de pouvoir y répondre. À chaque fois, je fais des tables rondes. À chaque fois, je vais dans, par exemple, les écoles secondaires ou les écoles primaires. On me pose des fois des questions, puis j'adore ça. J'adore répondre. Vous faites des petits caucus comme ça avec vos citoyens combien de fois dans une année? Moi, j'essaie d'être le plus présent possible. Puis on parlait tantôt de l'aspect avec connaître mieux le politicien. Oui. Avec les réseaux sociaux, je vous dirais qu'on
on vient à connaître davantage un peu les dessous de la médaille d'un politicien parce qu'on peut le suivre. Moi, j'étais présent hier, par exemple, dans un organisme qui s'appelle Au Jardin de la Famille, où on a annoncé 45 000 supplémentaires pour l'organisme. Donc, j'essaie de faire beaucoup d'activités. Puis, mon lien déjà avec les organismes est très fort parce que je viens du milieu communautaire aussi. Donc, ça a été naturel pour moi de faire ce lien-là dès le début. Exact. Donc, j'essaie de les accompagner. Puis, il y a une foule d'organismes qui font un travail exceptionnel pour les Lavallois. Donc, quand on peut aller les reconnaître, quand on peut leur donner une petite bonification, ça fait vraiment une différence pour eux puis pour les citoyens de Laval. Le côté un peu plus difficile de votre vocation, ça serait quoi? C'est sûr que c'est d'être à l'extérieur 3-4 jours par semaine la plupart du temps. Ça, c'est indéniable parce qu'on est loin de nos amis, on est loin de notre famille. Donc, c'est un peu le prix à payer pour être en politique parce que Québec, c'est à 3 heures de route. Au moins, c'est accessible. Moi, je pense à mes collègues, par exemple, députés de Ungava, dans le nord du Québec, ou aux Îles-de-la-Madeleine, qui doivent parcourir 12 heures ou 15 heures pour aller à l'Assemblée à chaque semaine. C'est pas évident. Donc, moi, je me considère quand même chanceux d'être à 3 heures, mais ça reste qu'on est au moins 3 à 4 jours toujours à Québec. Ça nous fait aimer nos petits désagréments. On se plaint moins à ce moment-là. Le jeudi soir, des fois, on a hâte de revenir dans la circonscription puis d'aller voir nos amis. Ça n'arrête jamais, par exemple. Hein? Ça nous suit. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on dit une c'est vraiment une vocation. Il faut aimer ça. Il faut aimer mettre les heures. Puis moi, je vous dirais que quand je considère jamais que je m'en vais travailler, je considère que je m'en vais aider. Je m'en viens juste faire mon travail. Mais moi, je ne le considère pas comme un travail. C'est une passion que vous poursuivez. C'est vraiment une passion, exactement. Puis la passion, quand on réussit, par exemple, à aller chercher un investissement de plus, quand on le sait que ça va apporter un bénéfice pour les citoyens, c'est vraiment ça, c'est ma paye pour moi. C'est vraiment ce que j'aime le plus. Est-ce qu'on arrête à un non? Est-ce qu'on est capable de faire OK, ça passe pas, ou on fait comme OK, je vais me réessayer d'une autre façon? Ça se passe comment, ça? C'est sûr qu'on va toujours vouloir en avoir plus pour nos citoyens. Puis ça, les 124 autres députés vont vous dire la même chose. On se lève toujours. Moi, je me lève en caucus, c'est pour défendre les gens de Laval. J'ai aussi dit que je voulais défendre les gens de ma génération, étant donné que j'étais le plus jeune député élu en 2014. Mais chaque fois qu'on se lève, on veut vraiment défendre notre région. Puis, généralement, les points qu'on apporte, c'est similaire aux autres points des autres collègues dans les autres régions. Ça se rallie. Ça se réalise souvent, exactement. Je laisse toujours le mot de la fin à nos invités pour parler à leurs concitoyens. Je vous invite à le faire en regardant la... J'ai combien de temps? Parce que je pourrais parler pendant 2 heures à mes citoyens. Un petit mot de la fin, une petite minute, un petit 2 minutes. Parfait, mais je veux simplement saluer l'ensemble des résidents de Sainte-Rose, de Champfleury, de Champenois, de Chemin-des-Nards, de Fabre-Vélez qui sont avec moi depuis le début. Je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, pour vraiment entrer en contact avec moi. Puis n'hésitez pas à venir prendre un café au bureau. Ma porte est toujours ouverte avec mes employés pour venir vous rencontrer puis venir discuter de vos réalités. Donc, vous êtes le bienvenu dans votre bureau de comté. Monsieur Abel, merci. Merci beaucoup. C'est déjà le temps de nous quitter. Merci à tous nos invités collaborateurs et à vous d'avoir été des nôtres pour cette autre émission à votre image. Bienvenue chez vous. Vous savez que cette émission sera en rappel 4 fois semaine sur tous les réseaux de TV Laval au bas de l'écran. On se revoit la semaine prochaine. D'ici là, je vous envoie le plein d'énergie positive. Ici votre hôte, Samy Lynn.